Voilà, rebonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre nos échanges avec la thématique de la médiation du livre audio avec deux tables rondes. Avant d'aborder la dimension internationale, nous allons nous intéresser à la médiation du livre audio auprès de la jeunesse et des publics scolaires en nous posant quelques questions essentielles. Quelle est la place de la lecture à voix haute et du livre audio dans l'enseignement ou les bibliothèques ? Quels sont les bénéfices de l'écoute d'une lecture? On a eu tout à l'heure un échantillon avec les résultats d'une étude qui évoquait des résultats assez surprenants. Le livre audio peut-il constituer un outil d'alphabétisation ou s'inscrire dans des actions à destination des publics éloignés du livre? Et pour répondre à ces interrogations, je vous présente nos invités. Sylvie Vassallo, vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Peggy Gattoni, vous êtes adjointe déléguée académique du rectorat de Strasbourg. Et Nicole Laurent, vous êtes responsable du département langues et littérature de la médiathèque André Malraux à Strasbourg. Alors on va commencer, comme tout à l'heure, par un petit tour de table avec Sylvie Vassallo. Passionnée par les livres pour enfants et les images, vous avez décidé de passer le concours de bibliothécaire que vous obtenez en 1988 et vous êtes aujourd'hui directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse depuis 2000, après avoir développé son secteur numérique. Ce salon, il faut le préciser, le rappeler, est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands festivals littéraires jeunesse en Europe. Votre goût pour l'illustration vous pousse à vous investir dans le commissariat des expositions qui sont présentées chaque année. Vous participez également à la création d'autres expositions autour de la littérature jeunesse, comme par exemple Spirou, un héros dynamique, accueilli à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, à Angoulême. C'était en 2013. En 2011, vous avez par ailleurs créé un centre de formation à la médiation littéraire dédié à toutes les formes de narration pour jeunes et pour enfants. Vous y concevez notamment des outils de médiation dans le domaine du numérique et des projets d'action littéraire et sociale en direction des publics éloignés du livre, dans le but de favoriser à la fois l'accès à la culture et la culture pour tous. Alors avec votre parcours, est-ce que vous voulez nous parler de votre vision de la lecture à voix haute, du livre audio, à travers toutes ces actions que vous menez, et notamment en direction de publics éloignés du livre? Merci, bonjour. Juste une petite rectification. L'exposition Spirou, je n'en étais pas commissaire. En fait, j'ai participé à la scénographie de l'exposition. C'est tout aussi intéressant, mais c'est assez différent. Alors, moi, ma porte d'entrée, enfin notre porte d'entrée sur cette question, c'est vraiment la question de la médiation, précisément, parce que toutes les actions auxquelles vous faites référence, qui sont des actions que nous développons dans notre association, sont des actions de médiation à la littérature de jeunesse. On est absolument convaincus de la puissance artistique et littéraire de la littérature de jeunesse. On pense que c'est un art à part entière et on cherche à développer toutes les formes de médiation à cette littérature. Dans ce cadre-là, on a mené de nombreuses actions et on s'aperçoit que cette question de la médiation, effectivement, ne peut pas se disjoindre, en tout cas on n'a pas envie de la disjoindre d'une autre question qui est la question de la démocratisation de l'accès à la lecture. Donc dans nos axes de médiation, dans nos actions de médiation, on a toujours quelque part cette petite fenêtre qui est de se dire que la littérature de jeunesse est une littérature absolument décisive pour que tous les enfants grandissent et qu'il y a une question sociale qui reste posée à l'intérieur de ça. Le fait de travailler quotidiennement en Seine-Saint-Denis, évidemment, ça nous rappelle à l'ordre très souvent sur ce point. Donc voilà, je commence par ça pour dire qu'en fait ça, c'est notre cadre, le cadre de pensée de notre association, c'est l'objet de notre association. À partir de là, on est évidemment fortement attentif aux histoires lues sous toutes les formes. Et pour moi, la question de la lecture, de la voix haute, c'est également une forme de médiation. C'est le point le plus important. Le fait qu'on mette en voix des histoires, qu'on mette en voix de la littérature, ça élargit les portes d'accès à cette littérature, ça lui donne une autre couleur, d'autres formes et d'autres possibilités d'accès. C'est à partir de là que nous travaillons. Si je regarde dans notre activité, je vais relever 5 choses que nous faisons à cet égard.
La première, c'est une attention très importante au livre audio. Donc, à un moment donné, on avait même créé un prix du livre audio. Aujourd'hui, on a resserré nos prix, nos pépites, et le livre audio appartient donc à la catégorie album, ce qui n'est pas complètement juste, mais sur la forme, quand même, il y a quelque chose qui est à voir. Mais régulièrement, nous publions des bonnes lectures de livres audio. C'est-à-dire que les livres audio que les éditeurs jeunesse publient sont lus et écoutés chez nous, et nous publions donc des sélections qui font partie de l'ensemble de nos sélections. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'au Salon, depuis maintenant un certain nombre de temps, il y a une scène vocale, donc qui est une scène dédiée à tout ce qui est mise en voix de la littérature, donc à la fois le livre audio, des spectacles de littérature de jeunesse, des lectures à voix haute. Et c'est une scène parmi les 4 du Salon. La troisième chose, c'est notre participation à un concours que nous n'avons pas créé, qui est le Petit Champion de la lecture, qui est le jeu de lecture à haute voix du Syndicat national de l'édition, et nous l'organisons en Seine-Saint-Denis. Cette année, il y a eu 50 classes qui ont participé, et donc là, on est du côté médiation scolaire. Pour ces élèves, nous les accompagnons à partir du Salon jusqu'au mois de juin, c'est-à-dire qu'au Salon, nous les recevons, ils rencontrent les auteurs des livres que nous avons choisis, ils écoutent des lectures par ces auteurs, puis nous les accompagnons tout au long de l'année, et nous organisons ce concours de lecture à voix haute, pour lequel cette année nous avons été aidés avec Eloquentia, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est aussi une association qui travaille sur l'oralité, qui est née en Seine-Saint-Denis, mais qui se diffuse largement au-delà de la Seine-Saint-Denis. Et avec Eloquentia, on a cette année commencé un chemin sur ce point pour entraîner les élèves à cette question, et je pense que l'année prochaine, du coup, on aura un travail qui est encore plus intéressant de ce point de vue. Et puis, dans ce cadre-là, nous travaillons avec l'inspection d'académique. Nous avons des malles de livres qui circulent dans les écoles, et nous formons aussi les enseignants à cette question. Donc là, c'est un travail vraiment de médiation sur toute l'année. Et le dernier point, c'est une bibliothèque numérique que nous avons créée, qui s'appelle la Biblioconnexion, et qui, elle, s'est intéressée d'abord aux enfants en situation de handicap, puisqu'on voulait interroger la manière dont le corps est investi dans la lecture. Donc, ce n'est pas directement au démarrage de la voix haute, mais c'est l'idée de prendre le corps dans son entier dans la lecture. Et donc, les livres que nous avons publiés sont des livres classiques, qui sont des livres papier avec des illustrations et des textes. Et ces livres sont traduits en langue des signes, en audio descriptif, et ça permet aussi de faire de la lecture à voix haute, puisque le texte défile un peu comme dans un karaoké, et les élèves sont en face de ce texte pour le lire. Voilà toutes les manières dont nous prenons cette question. En fait, pour nous, ce qui est important, c'est de se dire qu'un lecteur est un lecteur entier. Il n'a pas juste sa tête et ses yeux pour lire. Il a plein d'autres éléments, et il faut vivre avec tous ces éléments, parce que le chemin d'accès à la lecture, il peut se faire par n'importe quelle voie, et toutes ces voies-là sont des voies de facilitation. Oui, alors c'est un écho à la première table ronde avec Mariam, cet auteur qui a lu ce texte, ce très beau texte, et qui évoquait sa propre expérience en Seine-Saint-Denis avec des élèves qui au début n'étaient pas forcément très attentifs, et qui subitement ont été pris réellement par cet engagement physique, hein, le rapport au corps. Alors je voyais que Peggy Gattoni, avec qui nous allons continuer, prenait des notes, et je sais que ce sujet-là vous intéresse particulièrement, parce que vous avez une très grande expérience de l'enseignement et de la pédagogie. Alors, vous êtes professeur de FLE, français langue étrangère, depuis 1994, professeur de lettres histoire depuis 1996, formatrice académique pour des enseignements du second degré. Et de 2015 à 2017, vous avez occupé un poste de chargé de mission lecture à la DAC, la délégation académique à l'action culturelle. Alors, vous avez notamment organisé le Printemps de l'écriture, donc Printemps de l'écriture, un concours d'écriture académique, et des partenariats avec des salles de spectacle et des structures culturelles de l'académie. Alors vous avez de la chance, hein, l'Opéra du Rhin, le TNS, quelle merveille, le Théâtre national de Strasbourg. Et puis depuis 2017, vous êtes adjointe au délégué académique à l'action culturelle au sein du rectorat de l'Académie de Strasbourg. Et dans ce cadre, vous développez aussi bien des projets culturels à dimension européenne ou internationale, que des partenariats, et c'est là que les choses se nouent et sont assez intéressantes, avec les structures culturelles de proximité, notamment dans les territoires éloignés de l'offre culturelle. Et c'est un vrai sujet dans cette
dans cette ville, dans cette académie. Voilà. Alors, avec cette expérience que j'évoquais en préambule, comment le livre audio peut aujourd'hui s'inscrire dans cette riche activité éducative et dans l'enseignement? Je vais vous répondre à 2 titres par rapport à mes 2 fonctions. Donc, en tant qu'adjointe au délégué académique à l'action culturelle, nous soutenons depuis plusieurs années un projet, le projet du prix littéraire La Plume de Pan des lycéens. Nous accompagnons l'association La Plume de Pan dans le choix des titres, ainsi que dans la sélection des classes participantes. Alors, vous connaissez tous, bien sûr, il y a une forte notoriété, le Goncourt des lycéens, et au niveau académique, et j'espère un jour national, nous essayons de faire du prix du livre audio, La Plume de Pan des lycéens, un prix avec une notoriété, la même notoriété que le Goncourt des lycéens. Voilà. Alors je tiens à ce sujet à remercier tout particulièrement Madame Cécile Paluzinski, donc présidente de l'association, pour l'énergie qu'elle déploie. Et véritablement, il s'agit d'énergie parce que nous allons vers aussi des publics empêchés, des publics qui sont peu lecteurs dans des quartiers difficiles ou alors qui vivent dans la ruralité. Donc, elle déploie beaucoup d'énergie chaque année pour développer de grands moments d'écoute et un travail sur la lecture expressive en classe. Alors, d'un autre côté, donc, j'ai longuement enseigné. J'ai enseigné auprès de publics dits empêchés, difficiles dans la voie professionnelle. Tout à l'heure, l'auteur nous parlait des publics de Seine-Saint-Denis. Il en est de même dans l'Académie de Strasbourg, bien sûr, vous vous en doutez. Vous en entendez parler dans l'actualité. Et donc, par rapport à ces publics, le livre audio tient sa place dans l'enseignement et j'en suis persuadée. Je pratique la pédagogie autour du livre audio depuis de longues années. Alors, je vais vous évoquer quelques publics, quelques méthodes pédagogiques. J'espère ne pas trop vous ennuyer avec ça, mais je reprendrai dans mes propos des choses qui ont été évoquées au préalable par d'autres intervenants. Alors, par rapport à un public de 10... Pardon. De 10... Trop près, pardon. Excusez-moi. Par rapport à un public de 10... Ça me gênait, moi aussi, pardon. Un public de 10, donc des dyslexiques, le livre audio va être, la pratique du livre audio va être une entrée dans la littérature. Ce sont des élèves qui sont empêchés par rapport à l'acte de lecture. Un livre à lire va être quelque chose de trop important pour eux. Écouter le livre va véritablement leur permettre d'entrer dans le livre et d'entrer en littérature. Donc petit à petit, grâce au livre lu, l'élève va rencontrer le plaisir de lire, d'écouter. La lecture ne va plus être une contrainte, mais bien un plaisir. Alors, en dehors de cela, le livre audio a toute sa place aussi en cours de français. Alors, en cours de français dans les lycées professionnels, j'évoquais la question auparavant, mais également dans les lycées généraux, même dans les filières L ou S, parce qu'il permet de mobiliser l'attention des élèves de façon différente et de générer des dynamiques. Bon nombre d'élèves s'ennuient en cours et donc c'est une façon aussi de rompre avec l'ennui et d'abord d'utiliser de nouvelles pratiques. Alors, le livre audio offre une plus-value par rapport à la lecture marginale. Bien souvent, les lecteurs, on a pu l'entendre tout à l'heure, les lecteurs des livres audio sont des experts de la lecture à haute voix et donc vont permettre d'entrer dans le livre. Ils vont permettre d'entrer dans le livre pour l'élève parce qu'ils donnent déjà une première interprétation au moment de leur lecture. Monsieur Eck disait précédemment qu'il ne va pas lire tous les jours de la même manière. Oui, c'est vrai. Mais aussi, le lecteur, l'élève, va essayer d'interpréter le texte à partir de votre interprétation. Et donc, ça va faciliter la lecture. Alors, un exercice qu'on fait faire à nos élèves dans l'enseignement public, c'est la lecture analytique. Alors, je ne vais pas vous exposer les axes de lecture, etc. Mais bien, le livre audio offre une entrée dans ce type d'exercice. Après, alors je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, on peut aussi utiliser le livre audio comme une aide à la préparation de l'épreuve anticipée de français autour de la lecture expressive. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah oui, alors,
Pour un professeur de français, bien sûr, le texte physique garde toute son importance. Et dans l'éducation nationale, dans la pratique d'un cours, l'usage du livre audio, pour moi, est une pratique qui doit être mêlée à la pratique du livre physique. On va lire on va écouter une œuvre, mais en même temps, on va l'étudier sous sa forme papier. Donc, mêler les deux pratiques me semble pertinent dans l'enseignement du français. Après, que dire encore? Donc, la lecture analytique, je vous en ai parlé. On peut proposer aux élèves aussi d'enregistrer leur propre livre audio. Et enfin, il y a une pratique qui est très intéressante, qui a été expérimentée, j'ai trouvé ça sur le net, à Chalon-sur-Saône. Il s'agit de lecture audio assistée, encore une fois, pour des élèves qui sont peu lecteurs. Et ça peut être un partenariat, et je vais tout de suite donner la parole justement à la bibliothécaire, un partenariat avec le documentaliste du CDI. On peut proposer à l'élève d'emprunter un livre papier et en même temps d'essayer de suivre la lecture avec un livre audio, tout ça pour améliorer sa pratique de lecture. Voilà. Effectivement, vous me faites une merveilleuse transition vers Nicole Laurent, puisque vous êtes bibliothécaire, on l'a dit tout à l'heure, mais en Lorraine et en Alsace depuis les années 80, puis vous êtes devenu responsable du réseau à Metz et ensuite à la médiathèque donc à Strasbourg. Depuis 2004, vous avez participé à une belle aventure qui est la création de la grande médiathèque André Malraux à Strasbourg, où vous êtes actuellement responsable du département langues et littérature. Alors moi j'ai la chance de connaître cette très belle médiathèque qui ressemble un peu à un paquebot, enfin, je ne sais pas comment on peut la qualifier, en plus avec cet environnement aquatique, hein, j'allais dire maritime, bon, ce serait voilà, mais en tout cas quelque chose de très surprenant, ce lieu où d'ailleurs beaucoup d'actions sont menées qui concernent tous nos sujets, à la fois lecture à voix haute et livre audio. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions, parce que je sais que vous en avez beaucoup auprès de la jeunesse, des scolaires, et aussi parce que c'est intéressant, des publics adultes qui, ces actions étant susceptibles parfois d'être transposées à la jeunesse ou à d'autres publics. Alors en fait, je ne suis pas bibliothécaire jeunesse, oui. Mais en même temps, en écoutant Sylvie Vassallo, c'est vrai que j'ai reconnu beaucoup de choses qui sont vraiment pratiquées par les spécialistes jeunesse des bibliothèques. Pour répondre tout de suite à la question sur l'usage de l'audio et du livre simultanément, c'est vrai que dans la pratique, on le voit faire en particulier par rapport à l'apprentissage des langues étrangères, donc français langue étrangère et anglais, etc. D'ailleurs, du coup, j'en profite pour faire une petite remarque aux éditeurs. Nos usagers nous font remarquer que souvent le texte enregistré n'est pas exactement le même que le livre papier. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. C'est transmis. Hein, c'est transmis, ça y est, le message est passé. Alors, en fait, la question, comment dire, pour amener la chose, c'est vrai que l'approche que j'ai moi par rapport à mon travail dans les bibliothèques, c'est plutôt par rapport à la lecture partagée, en fait. Donc, il y a un peu deux directions, si on veut. La jeunesse, l'enfance, la lecture partagée est plutôt utilisée par rapport aux apprentissages du langage, de la sociabilisation, comme une première approche de ce qui sera ensuite l'écrit, la lecture. Voilà. Et ensuite, il y a la lecture partagée pour le public adulte. Finalement, là, on ne cherche plus du tout à former qui que ce soit. On est plus dans la lecture plaisir. Alors, traditionnellement, dans les bibliothèques, tout ce qui a été fait en matière de lecture a depuis beaucoup plus longtemps été fait en direction du public jeunesse. Pour les adultes, disons que ça date peut-être un petit peu plus de l'époque bibliothèque troisième lieu, puisqu'en fait, les bibliothèques sont devenues des lieux où on va aussi simplement pour du lien social, pour passer du bon temps, pour
se retrouver, partager des expériences. Nicole, il faut peut-être préciser qu'à Strasbourg, c'est très frappant parce que cette médiathèque on le voit bien, est un lieu typique de cette logique. Donc bien sûr des collections, bien sûr des prêts, bien sûr, enfin ce qu'on fait traditionnellement en bibliothèque, mais aussi beaucoup d'espace et puis de la place aux activités autres. Et donc la bibliothèque est un lieu neutre et vivant finalement pour pouvoir vivre des moments de partage, d'expériences singulières en quelque sorte. Voilà. Et autour de la lecture à voix haute, on fait depuis du coup énormément de choses en bibliothèque. En général, quand il s'agit de public jeunesse, c'est vrai qu'on est plus dans le travail avec des conteurs souvent, ou alors les bibliothécaires qui sont formés à la lecture à voix haute. Tout à l'heure, on parlait de la distanciation par rapport au texte, enfin, le travail un peu du comédien finalement. C'est vrai que là, pour les bibliothécaires, il y a besoin de formation, ce que vous faites dans votre école. Ensuite, pour les adultes, on travaillera plus avec des comédiens. On est plus du côté du théâtre souvent. Et là, les bibliothécaires sont aussi formés parfois. Donc là, soit ce sont des lectures qui accompagnent des conférences, soit des nuits de la lecture, soit des lectures hors les murs. Là, ce qu'on fait depuis 2 ans, ce sont des lectures en station, auprès des stations de tram, pour inviter justement les usagers à avoir un autre rapport aussi avec les bibliothécaires. Là, on est un petit peu dans le lien peut-être que le conteur tisse quand il essaye de faire un fil entre la bouche du conteur et les oreilles de l'écouteur, de l'auditeur. Et avec la plume de Pan, donc, on travaille en particulier pour le public adolescent depuis quelques années. Et là, on est un petit peu à la jonction des deux, moi je trouve. C'est ça qui est intéressant parce que c'est encore le milieu éducatif. Et en même temps, c'est déjà un âge où on passe, enfin c'est quasiment déjà des adultes qui vont être dans l'autre approche à un moment donné, quoi. Enfin très, très rapidement finalement. Donc comment faire pour qu'ils deviennent ensuite des adultes qui ont envie de continuer à écouter les mots, bon, à lire bien sûr, mais écouter les mots aussi et être dans l'expérience individuelle ou de groupe d'écoute. Oui, alors vous avez une chance quand même qui est assez intéressante à analyser, c'est que vous bénéficiez d'un écosystème extrêmement riche. J'évoquais tout à l'heure l'Opéra du Rhin ou le TNS, Théâtre National de Strasbourg. Vous avez par exemple Stanislas Nordet qui vient et qui fait des lectures d'André Malraux, en rendant hommage à cette médiathèque qui ne s'appelle pas André Malraux pour rien. Et vous avez ensuite des actions. Donc, moi, une question qui m'obsède un petit peu, c'est comment on arrive à arrimer, et je me tourne aussi vers vous et vous trois, c'est comment on arrive à arrimer ces publics éloignés du livre, et notamment provenant de quartiers défavorisés, à travers des initiatives comme celles que vous menez. Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, on a évoqué des choses qui étaient plutôt positives, avec Mariam qui évoquait son expérience d'auteur et de lectrice, mais comment on arrive finalement, en ces temps où on parle beaucoup de démocratisation culturelle, où un débat se développe autour de ces sujets et de ces enjeux, c'est quoi voilà, j'allais dire la recette, ce qui à mon avis n'est justement pas le bon mot, parce que le problème c'est que peut-être on applique souvent des recettes, alors qu'on devrait travailler en profondeur ces quartiers qui sont... parfois très, très éloigné du livre et de la culture en général. Oui, il n'y a pas de recette, peut-être il y a juste une attention apportée au fait que tous les publics sont différents et que quand on est lecteur, on a eu la chance de faire un certain parcours qui peut être un parcours familial, un parcours scolaire, en tout cas un parcours de rencontre, et
Et donc, il faut aller à la rencontre de ces différents publics en sachant que tous ces publics sont différents. Donc, quand on est dans le cadre scolaire, on est aidé par une chose, c'est que l'école est captive. Donc, elle captive du public au départ. Mais après, il faut par contre être en capacité de captiver le public, ce qui n'est plus exactement la même chose. Donc là, la question de la voix, c'est une question importante. La question du jeu, c'est une autre question importante. La question de la transmission de textes décisifs, de textes fondamentaux. Il y a plein de façons de faire, mais dans le cadre de l'école, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la mixité sociale à l'école. Donc dès lors qu'on se déplace vers l'école et qu'on rencontre les professionnels qui sont à l'école, ensuite le débat, c'est un débat d'articulation, d'ajustement entre nous pour entendre qui sont ces publics et comment aller vers eux. Il y a des choses qui sont absolument obligatoires. Quand le public n'est pas francophone, de toute façon, là, il faut bien devenir inventif pour aller vers lui. Pour le salon, par exemple, c'est une autre question. On a fait une enquête il y a 7 ans dans notre salon et on s'est rendu compte que le public qui fréquentait le salon, il y a 10 ans même, qui fréquentait le salon en dehors du temps scolaire, en dehors du public scolaire, en fait était un public qui n'était pas le public mixte de Seine-Saint-Denis, pas suffisamment en tout cas, pas suffisamment à l'image du département. Et là, pour aller vers ce public-là, et pour dire à ce public-là, vous pouvez venir chez nous, chez nous, c'est chez vous, vous pouvez ouvrir les portes. Nous, notre salon, il est quasiment gratuit, et pour ces publics-là, il est gratuit. Donc, ce n'était pas une question financière, c'était vraiment une question d'ordre très symbolique. Pour faire ça, on a réuni des associations, des travailleurs sociaux, des centres sociaux de quartier, et on leur a dit, pourquoi vous ne venez pas ? Essayez de nous dire pourquoi vous ne venez pas. Donc il y a eu plein de questions qui sont venues, et au fond du fond, la question c'était le rapport au livre. Le rapport que ce public-là avait au livre était un rapport difficile, était un rapport excluant, soit à cause de l'école, justement, on en revient à l'école, soit parce qu'ils ne possèdent pas la langue française ou la lecture de la langue française et qu'ils ne se sentent pas autorisés à faire ça. Donc ce travail d'approche de ce public-là, il a été très très long et il s'est fait via les travailleurs sociaux. Et par exemple, on a mené une action dont je n'ai pas parlé là, on mène une action en ce moment qui se déroule à l'échelle nationale qui s'appelle Des livres à soi, qui est une action de formation des parents à la littérature de jeunesse et qui est une action de formation de lecture par l'image. Donc on est complète. Alors c'est de l'oralité d'une autre façon, sauf que on s'appuie pas directement sur le texte lu, et c'est une forme d'approche en 6 ateliers pour décomplexer les parents sur le fait qu'ils puissent raconter des histoires à leurs enfants le soir. Et là, l'opération, c'est une opération de déplacement, c'est-à-dire qu'on leur dit pas venez à nous, c'est nous qui allons à eux. Et par là, en construisant des liens longs, on peut se réapproprier l'objet. Donc, en fait, je pense que s'il y a une seule chose à penser, c'est la curiosité aussi de ce public, le désir d'aller vers ces publics, et puis surtout une grande écoute, et essayer de s'adapter, de trouver toujours de nouvelles idées, de se dire que tout n'a pas été fait finalement. Si on a envie, on peut y aller et trouver des choses ensemble. Oui, alors il y a un aspect qu'on a un petit peu évoqué, c'est le potentiel du livre audio comme vecteur d'alphabétisation. Mais qu'est-ce que vous inspire ce qu'on vient d'évoquer, Peggy? Parce qu'évidemment, je suis entièrement d'accord. Il faut, face à ce type de public, avoir des opérations un peu, que je dirais, alors marketing. Alors pourquoi? Il faut amener le livre d'une façon différente. Ce type d'élèves, déjà, alors lire un livre, ça peut être compliqué. Écouter un livre, ça l'est presque tout autant. Il faut amener justement le livre audio dans les établissements scolaires pour qu'il se crée une habitude. Parce qu'il ne s'agit pas juste, quand vous parliez d'information au long cours ou de faire vivre ça au long cours, je suis entièrement d'accord. Il faut que le livre audio et la lecture entrent à l'école, mais de façon sympathique. Et non pas... Alors, bien sûr, j'étudie des grands textes avec mes élèves, mais il faut aussi faire entrer un caractère ludique. Et là, certaines sociétés d'édition proposent aussi... Il y a toute une mise en scène sonore, donc pour les plus petits. Donc, on peut travailler... Il faut associer plusieurs heures à la lecture pour que ça devienne... pour systématiser chez ces jeunes l'usage du livre audio, véritablement. Il faut que ça entre dans leur vie. Il faut entrer dans leur vie, mais il faut que ça s'inscrive aussi dans la durée. Voilà, véritablement. Oui, au-delà d'actions cosmétiques. Oui, mais c'est important. Avec eux, il faut tout scénographier. Voilà. Si madame intervient dans ce type de quartier, elle sait de quoi je parle. On parle vraiment de scénographie.
Et alors, par exemple, vous parliez de Stanislas Nordet, a mis en place, alors on parle de lecture, pas de livre audio, mais a mis en place aussi un prix littéraire, le prix Bernard-Marie Coltès, et en partenariat avec nous. Et il s'agit de faire découvrir aux jeunes lycéens de l'Académie des pièces de théâtre contemporains. Mais là encore, par ces prix littéraires, et c'est pour ça que j'insiste peut-être un peu lourdement sur le prix des lycéens de la Plume de Pan, il est vraiment important d'aller vers ces publics, de les valoriser, parce que lors de ce prix, donc, il y a des comédiens qui viennent, il y a tout un parcours, il y a 5 titres qui sont écoutés pendant 6 mois, puis il y a des comédiens qui interviennent dans les classes, qui vont faire de la lecture expressive avec les élèves. Puis le final, c'est un Malraux, ce sont des débats, des échanges, il y a une partie argumentative importante. Et tout ça crée un événement. Et les élèves sont valorisés parce qu'ils ont participé à quelque chose au long cours qui a pu les intéresser. Donc voilà, j'insiste bien, il faut un travail de fond. C'est le sentiment que vous avez, Nicole, oui, tout à fait. La médiathèque. Et on sent très bien quand la rencontre a été très bien préparée par les enseignants. Donc là, cette année, c'était avec une comédienne en particulier qui avait vraiment fait tout ce travail en amont, avec des élèves qui s'approprient vraiment bien tout ça. Ce qui est important aussi dans la rencontre finale, c'est la rencontre sociale finalement entre différents lycées, différentes classes, parce que ça fait aussi partie des apprentissages. Nous éveillons, c'est vraiment voilà, ne pas être uniquement avec les gens qu'on connaît, être aussi confronté aux autres qui n'ont pas forcément les mêmes comportements. Clairement, on va mêler des lycéens professionnels avec des lycéens, par exemple, du lycée international de Strasbourg. Donc vous voyez, les publics sont vraiment hétérogènes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ils se rendent compte que tous ont eu un point de vue sur les livres qu'ils ont écoutés. Donc c'est vraiment d'une grande richesse. Très bien. Écoutez, merci pour ces échanges. On va passer aux questions parce que nous avons une articulation avec un second temps de table ronde qui s'enchaîne. Il faut absolument respecter le timing. Et donc, nous avons un tout petit peu de temps pour quelques questions et ensuite, nous enchaînons sur la table ronde dédiée à l'international. Oui. Alors, bonjour. Par rapport à ce que vous disiez sur les apprentissages, il y a aussi cette idée pour les bacs généraux, vous disiez, mais également en L ou en S. Et c'est vrai qu'on pense beaucoup à la transmission par le livre audio pour les publics handicapés ou qui ont plus de difficultés à entrer dans la lecture. Mais le bac français comporte aussi une épreuve d'oral. Et je pense que le livre audio, je suppose que vous l'utilisez aussi dans ce sens, c'est aussi comment dire, comment parler. Et par rapport aussi, vous disiez, madame, qu'il y avait parfois des différences entre l'écrit et l'oral. Alors ça peut aussi s'expliquer. Parfois, un comédien prononce la phrase d'une façon qui est beaucoup plus orale. Et on peut la garder aussi dans le livre audio. Et je pense que ça peut être intéressant, d'ailleurs même pour les élèves, de se poser la question de, tiens, pourquoi là le comédien n'a pas dit exactement le texte. Donc bon, ça c'était le petit côté sur les éditeurs. Mais par rapport à l'apprentissage, je pense qu'effectivement, il y a parfois en France une petite difficulté à l'accessibilité à l'oralité et que le livre audio peut avoir aussi... voilà, donc par rapport à ça, est-ce que vous avez des actions? Est-ce que vous essayez, entre guillemets, d'imiter les comédiens ou est-ce que vous proposez aux élèves quelque chose comme ça? Alors, alors, je vais répondre. Il y a plusieurs types d'exercices. Donc, pour préparer l'épreuve anticipée de français, donc, les élèves vont devoir, lors de cette épreuve, faire une lecture expressive du texte qu'ils vont analyser. Alors, bien sûr, on peut utiliser des livres audio pour leur montrer des exemples. Après, quand on va travailler sur l'interprétation d'un texte, justement, on peut s'appuyer, comme une première approche, sur la tonalité qui va être donnée par le comédien. Donc là aussi, voilà, c'est un prétexte à interrogation. Mais un prétexte à interrogation qui va être dynamisé par le livre audio. Parce que j'insiste bien, les publics scolaires, aujourd'hui, même dans les grands lycées généraux, sont des publics qu'il faut vraiment captiver, et de plusieurs manières. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Et pour les publics FLE, bien sûr, mais je pense que la question sera évoquée par la suite. Oui, bonjour. On a
évoqué très rapidement la question de la lecture synchronisée. Je voulais savoir s'il y avait une offre existante vraiment sur de la lecture synchronisée, sur des œuvres, des grandes œuvres ou sur des petites œuvres pour permettre de lire à la fois une version numérique et une version audio complètement synchronisée. Alors en fait, par rapport à l'apprentissage du FLE, par exemple, mais aussi de l'anglais, l'allemand, etc., il y a ce qu'on appelle les lectures graduées. Souvent, ce sont des textes abrégés quand ce sont des classiques. Et de plus en plus, il y a des versions audio qui sont avec le livre, quoi. Donc, et il y en a assez pour passer d'un niveau à l'autre, en tout cas. Parce que le but, c'est pas de rester au niveau 1 quand même. Et après, de passer à la lecture en langue originale. Et là, on peut prendre l'édition normale, finalement, d'un CD pour poursuivre parallèlement. Après, il serait intéressant que les éditeurs précisent au dos des livres, là je pense au public FLE, si le niveau du livre correspond à A1, A2, selon le cadre européen des langues. Alors bien sûr, des livres en littérature française, on commence plutôt au niveau B1, B2, mais en même temps, alors ça c'est pour les initiés, je suis certaine que tout le monde ne maîtrise pas ces codes, mais par exemple, ou alors de se mettre à la mode anglo-saxonne, niveau débutant, d'associer niveau débutant à A1, A2 par exemple, intermédiaire, etc. Parce que ça ne figure pas sur la 4e de couverture et je pense que ça serait intéressant. Je crois que nous avons une dernière question. Pardon, c'est pas exactement une question, c'était une réponse à la précédente question posée. Simplement pour vous dire que d'un point de vue technologique, les normes existent pour faire effectivement du livre numérique synchronisé audio plus texte, que ces technologies étaient utilisées aujourd'hui pour les publics dits empêchés de lire, donc handicapés empêchés de lire, que l'une d'elles notamment est nommée le Full DAISY, donc DAISY audio plus livre, mais que l'EPUB 3 permet également ce type de pratique et qu'aujourd'hui, des éditeurs adaptés utilisent ces normes et diffusent ces ouvrages. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup pour cette précision. Et puis merci pour vos interventions et votre façon de nous montrer la diversité de la médiation. Merci.